Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, À vous la parole. iWeb. La République démocratique du Congo est-elle sortie de son impasse? Mesdames et messieurs, on en parle au cours de ces top 15 avec l'ancien ministre Germain Kambinga dans ces top 15. C'est parti. Bonjour Monsieur Germain Kambinga, nous sommes très heureux de vous recevoir dans votre bureau. Merci beaucoup et bonjour à vous et à vos nombreux téléspectateurs. Et la santé, on espère que vous êtes Congolais des pères et des mères. Bon, écoutez, ces deux questions. La santé, grâce à Dieu, ça va. Et j'espère que ça va continuer. Nous sommes, et nous vivons surtout une période assez particulière avec cette pandémie à coronavirus. Moi, personnellement, je me suis fait vacciner. J'attends de prendre ma deuxième dose dès que les stocks seront disponibles en République démocratique du Congo. J'invite donc tout le monde à faire confiance à la science, à se faire vacciner ou à défaut à observer le mieux possible les gestes barrières. Je ne sais pas ce que pourraient dire les précédentes générations, mais de mon passage sur Terre jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois, et je suis sûr que c'est la même chose pour vous, que nous voyons autant de morts, autant de personnes aussi proches, à fleur d'âge, partir, comme si la mort était banalisée. Et donc il faut se protéger. Donc, vous êtes frappé par ce qui arrive à autrui? À ceux qui arrivent, à tous les compatriotes qui meurent chaque jour de cette maladie et à tous les humains. Je suis un être humain, donc ce qui se passe en Inde, ce qui se passe en Belgique, en France, au Kenya, partout, en Afrique du Sud, c'est une pandémie qui bouleverse l'humanité. Et lorsque on a encore le privilège, je dirais la grâce pour nous qui sommes croyants, d'avoir la santé, il faut la chérir, cette santé, effectivement. Maintenant, votre incise assez polémique sur la question de la nationalité, ma réponse, elle va être également très rapide, objective. C'est un sujet de débat. Nous sommes en démocratie. Les gens peuvent débattre. Il n'y a pas de problème. Maintenant, la faisabilité repose sur des impératifs que ne rencontrent pas les initiateurs de cette loi. La question de la nationalité et de ses implications sur l'éligibilité des uns et des autres est une question constitutionnelle, réglée par la Constitution, et ça ne peut pas être fait par la loi. Donc c'est un débat constitutionnel. Comme il ne s'agit pas d'une révision constitutionnelle, c'est un débat qui, de mon point de vue, peut-être a permis à l'intellection nationale de s'exprimer, mais ne peut pas avoir de suite. Nous vous recevons pour parler justement des sujets chauds, de l'actualité congolaise. Et aujourd'hui, nous assistons aux dissensions au sein des confessions religieuses. Vous avez particulièrement suivi ce qui se passe à la CENI avec les confessions religieuses. Quant à la désignation des animateurs de la CENI, quelle est la lecture et aussi la position du centre dont vous êtes le président? Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que les Congolais sont de très bons soumis, mais ce sont de mauvais insoumis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Congolais, tant qu'ils sont soumis à une réalité dont ils ne voient pas l'issue, sombrent parfois dans une espèce de fatalisme. Mais à partir du moment où ils prennent conscience d'un droit ou d'une évidence, il est très compliqué et quasiment impossible de vaincre leur volonté. Je m'explique. En 2018, ce qui s'est passé dans ce pays, c'est que des années 60 au 24 janvier, si je ne me trompe pas, 2019, les Congolais n'avaient jamais vu une alternance. Ils n'avaient jamais éprouvé de façon conclusive leur pouvoir et leur
souveraineté. Ils ont pu apprécier l'idée que, de par leur volonté, un président peut ne plus l'être, un régime peut ne plus être au pouvoir, bien que possédant la plénitude de la mainmise sur l'armée, les services de sécurité, les finances du pays et tout ce que vous voulez, disons l'impérium, par la volonté du peuple, un régime peut changer. Les Congolais ont vu cela, ils ont vu l'armée se mettre au service par leur simple volonté, leur bulletin de vote, au service d'un autre homme, un civil, qui n'avait aucune expérience militaire. Ils ont vu la garde républicaine, que d'aucuns pouvaient considérer comme une sorte d'armée prétorienne au service de Joseph Kabila, se mettre, dès la proclamation de résultat, au service d'un nouveau chef de l'État. Ils ont vu des nominations, ils ont vu une nouvelle république dirigée par d'autres hommes à la tête, un autre homme également, et ces hommes à lui. Ils ont vu les anciens barons du régime ne plus être les barons. À partir du moment où cette occurrence est actée par la population, vous comprenez mieux la tension qui pourrait être considérée comme prématurée, parce que nous ne sommes qu'en 2021, qui s'exerce à travers les opinions contradictoires dans la perspective de cette élection de 2023. Ce sera la première élection où les uns et les autres se présenteront face au peuple congolais et aucun n'aura la certitude soit de rester, soit de prendre. Les élections de 2006, de 2011, nous savions qu'il y avait un régime installé et on y allait, et les gens y allaient avec une espèce de fatalité, en se disant « allons-y », mais il y a très peu de chances pour que le président en place perde, parce que nous n'avions jamais vu un président perdre une élection, parce que nous n'avions jamais vu un président céder son fauteuil par le fait de l'expression des suffrages populaires. Mais cette fois-ci, nous avons vu cela. Que voulez-vous conclure par là? Ça Je veut veux dire conclure que les tensions dont vous parlez, il faut aller à l'origine. Donc ça ne sert à rien d'avoir la même mise sur la CENI aujourd'hui? Au-delà de ça, il faut d'abord expliquer les tensions. Pourquoi il y a tant de tensions? Je voulais qu'on se comprenne, c'est un peu long, mais c'est pédagogique. Ces tensions trouvent leur origine de l'occurrence qu'il y a pour les uns et les autres de pouvoir soit perdre ou gagner. Dorénavant, tout est possible. D'où ces tensions-là. Maintenant, en pratique, ça entraîne quoi? Ça entraîne, de la part des uns et des autres, une méfiance mutuelle exacerbée par une rhétorique belliciste qui met le pays sous tension. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise? Une rhétorique belliciste, vous faites allusion à quoi? À la radicalité des propos des uns et des autres. Aucun cas en est à exclure. Okay. La CENI, maintenant, on y arrive, est l'organe qui devra consacrer le nouveau paradigme. 2018, le paradigme, c'était alternance à tout prix. 2023, le paradigme, ne nous trompons pas, et ça se voit déjà, ce sera transparence à tout prix. D'où ces frictions, ces aspérités que nous observons entre différents corps. Est-ce que nous allons pouvoir atterrir? C'est une grande question. L'atterrissage ici, c'est évidemment bien plus que de considérer qu'on a un président de la CENI, que les autres pourraient ne pas accepter, mais ça ne fait rien. En fond, ce n'est pas cela. L'atterrissage, c'est avoir une structure qui permette d'organiser des élections et qui donne aux futurs locataires du Palais de la Nation toute la légitimité qui lui permettra d'appliquer un programme et non pas
à l'aube de son pouvoir, d'être dans l'obligation de composer, de recomposer et de perdre du temps au lieu de travailler effectivement à la mise en œuvre de son programme d'action. Donc, fondamentalement, l'occurrence de l'alternance est telle que les gens sont prêts à tout. C'est ça le problème. Maintenant, cette vérité se transpose au niveau des confessions religieuses, qui elles-mêmes sont finalement engagées dans le même processus de ce jeu interne de forces centrifuges et centripètes. Tout dépend que l'on soit du pouvoir ou aspirant à le devenir. Vous avez des confessions religieuses qui visiblement ont un penchant, et d'autres qui n'ont pas ce penchant. Et tout cela est permis par la loi. La solution, elle est laquelle? La nôtre. Pour le centre. Pour le centre. Elle est toute simple. C'est de dire, nous avons encore un peu de temps. Il ne faut pas que les gens nous trompent avec cette rhétorique, faisant croire qu'il n'y a plus de temps. Non, on a du temps. Ngoyi Mulunda, il a eu 8 mois pour organiser les élections de 2011. Qui est membre d'ailleurs de votre regroupement. Exactement. Il ne faut pas oublier, il a eu 8 mois. Et là, on a encore à peu près 2 ans et demi, parce que les élections doivent avoir lieu fin 2023. Donc nous avons toute l'année 2022, toute l'année 2023. Il n'est donc pas trop tard. Nous pensons que si le consensus n'est pas possible, si la méfiance est à ce point importante qu'il n'est pas possible de réconcilier les points de vue au regard de cette loi, pourquoi simplement ne pas se mettre à l'évidence et refaire cette loi? Ça peut se faire très rapidement, et nous aurons, avant la fin de cette année, un bureau de la CNI qui garantirait aux uns aux autres la plus grande transparence du processus électoral. Le camp du pouvoir serait rassuré de ce que l'opposition n'aurait pas une avance stratégique en y mettant un homme qui viendrait pour torpiller la possibilité pour le chef de l'État de se faire élire. L'opposition, quant à elle, aurait également la certitude que le camp présidentiel et l'impériaux n'utilise pas cela au service de son ambition de travestir les résultats électoraux pour se maintenir. La loi pourrait être revue et garantir cela. Et comment? Notre proposition, c'est de faire en sorte que l'exécutif du bureau de la CENI soit plus collégial en réduisant les pouvoirs exclusifs du président, ce qui permettrait au président, quel qu'il soit, qui pourrait même être élu par ses pairs, un peu sur le modèle de la Cour constitutionnelle, élu par ses pairs, chacun des délégués venant des différents groupes, parce que nous n'avons pas trouvé une autre façon de faire jusque-là. Et les différents délégués, qui sont une quinzaine, à ce que je sache, pourraient élire leur président, qui n'aurait que le pouvoir de coordination, mais pas d'imposition. Et les décisions seraient structurées de façon plus collégiale. Ce sont des réflexions qui peuvent encore permettre d'atterrir. Vous pensez que c'est le mode le plus adapté pour... Je pense qu'il faut trouver une solution. Ça, c'est notre proposition. Ça, c'est à mettre dans la loi organique. La loi organique peut être revue. Peut être revue d'aujourd'hui au 15 septembre. On peut prendre le courage de revoir cette loi. L'autre solution, ce serait de garder la loi, mais on atterrirait sur un dialogue, qui n'est pas forcément une mauvaise idée non plus, parce que les gens raillent généralement les problématiques de dialogue et de rencontre, mais dans l'histoire de ce pays, je voudrais qu'on me donne un exemple d'une réussite congolaise qui ne s'est pas faite autour d'un dialogue. Dialogue intercongolais, conférence nationale, dialogue des concertations nationales, dialogue de l'Union africaine, dialogue de la CENCO. Ce sont ces dialogues qui ont, à chaque fois qu'il y a eu des blocages qui menaçaient l'avenir et l'intégrité de notre pays, ce sont ces dialogues qui ont, disais-je donc, permis au pays de retomber sur ses jambes et de faire quelques pas.
C'est grâce aux différents dialogues, concertation nationale, Union africaine, SANCO, que nous avons eu des élections. Une certaine opinion pense que ces dialogues n'auront rien apporté au pays. Mais parce que les gens ont la mémoire courte et que on aime par facilité jeter l'eau et le bébé. Je vous ai dit, c'est vérifiable. Nous n'aimons pas les dialogues. Pourquoi? Puisque c'est précisément grâce à ces dialogues que le Congo réussit jusque-là à avancer. Parce que nous sommes nombreux, parce que notre démocratie est très jeune, parce que les opinions sont diverses, parce que nous sommes Congolais et nous sommes finalement des gens très compliqués et très complexes. Un seul camp, poussé dans ses convictions extrêmes, n'a jamais réussi. Mobutu lui-même a été obligé de céder. Ça a permis la démocratie, c'est les conférences nationales. Le pays était au bord de la balkanisation. Dialogue intercongolais de Sun City, partage équilibré des pouvoirs, on peut railler et dire tout ce qu'on veut. C'est grâce à cela qu'on a eu les premières élections. Et vous, politique, vous inscrivez dans ce schéma. On a l'impression que c'est tout le monde qui veut maintenant s'inscrire dans ce schéma, toute la force politique veut à tout prix aller au dialogue. Je suis en train de vous faire des analyses par hypothèse. Je vous ai donné notre proposition. Et j'ai dit, si nous n'appliquons pas ce schéma proposé par le centre, nous serons contraints d'atterrir dans l'idée d'un dialogue parce que les uns et les autres devront se rencontrer, se rassurer mutuellement et préserver l'essentiel, ça veut dire le processus électoral qui doit avoir lieu définitivement en 2023 pour une meilleure respiration de notre démocratie. Et je disais donc en argumentat que le dialogue n'est pas la pire des solutions, parce qu'à chaque fois que le Congo a gagné, c'est parce que les gens avaient dialogué. Aucun camp, aussi puissant soit-il, n'a jamais réussi, arc-bouté sur ses positions extrêmes, à transcender les autres opinions et à faire avancer le pays. On peut le faire un moment, mais on est toujours bloqué. Je vous ai donné l'exemple de Mobutu, je vous ai donné l'exemple de Kabila, et aujourd'hui, le président Tshisekedi fait face à la même situation. Problème de mise en place du bureau de la CENI. Si le consensus n'est pas acté, certains lui proposeraient certainement de foncer avec ceux qui voudraient bien accepter les choses telles qu'elles se font, mais le bateau ou le train avancera jusqu'où? Est-ce que ce ne sera pas encore du temps perdu? Pourquoi ne pas, si nous en sommes là, regarder les choses et accepter les évidences? Proposition du centre, revoir cette loi pour mettre en place un fonctionnement plus collégial qui garantirait que, quel que soit le président, il ne pourrait pas, à lui tout seul et souverainement, décider du travestissement des résultats, puisque finalement, c'est ce que les uns et les autres craignent. La majorité craint que par le travail machiavélique des officines externes, la victoire du président leur soit volée. L'opposition craint que par l'évidence de l'impérium mise au service du chef de l'État, que leur probable victoire, ou possible victoire devait-je plutôt dire, leur soit volée. Et entre les deux, la seule solution, c'est soit vous dialoguez, soit la loi, face à l'évidence de son inapplicabilité, est revue. Germain Kambinga, vous avez été ministre de l'Industrie et aussi un cadre du MLC. Quelles leçons majeures vous avez tirées de votre parcours politique depuis le MLC jusqu'à maintenant? C'est une belle aventure, la politique. C'est une grande école aussi. Moi, j'ai effectivement fait quasiment 10 ans au mouvement de libération du Congo. J'ai été pendant 6-7 ans, je crois, le porte-parole de ce parti. J'ai beaucoup appris. C'est ma première école politique. J'ai décidé souverainement de faire mon chemin.
Je suis sorti de là et j'ai créé mon parti qui s'appelle Liberté et mon regroupement politique qui s'appelle Le Centre. J'ai fait ce choix parce que je voulais porter moi-même mes convictions et ma vision en toute liberté. Tout le monde n'est pas obligé de faire ça. Mais c'est le choix que j'ai fait. Et la leçon que je tire de mon parcours politique, c'est que lorsqu'on a des convictions, il faut s'engager pour ses convictions. Il faut prendre le risque. Moi, je l'ai dit il y a quelques années que j'ai pris le risque de repartir de zéro, de perdre toute popularité, tous les militants qui n'étaient pas les miens, qui étaient ceux du MLC. J'ai dit qu'ils partent. Je vais tout refaire, et c'est ce que j'essaye de faire, avec abnégation et volonté. Parce que je pense, en tant qu'acteur politique congolais, avoir une vision claire et globale sur mon pays. Je pense avoir une capacité de contribution au débat national. Je pense avoir une vision. Et cette vision, je dois la porter, et pour la porter, il faut être libre. J'avais donc décidé d'être libre. Je suis parti du MLC en 2013, si je ne me trompe pas, il y a 8 ans. Je fais mon chemin. J'ai eu des expériences extraordinaires, comme vous l'avez dit, qui me permettent aujourd'hui d'avoir une connaissance extraordinairement précieuse de mon pays, puisque j'ai été dans quelques gouvernements. J'ai été pendant 7 ans aussi député national. Donc cette somme d'expériences m'a permis de forger la vision et les propositions que j'ai pour mon pays. Je reste convaincu que nous faisons partie d'une génération qui n'aura pas d'excuse si l'Afrique de demain, si le Congo, puisque nous sommes congolais, n'arrivait pas à prendre son envol et à décoller. Mais pour y arriver, il faut parfois prendre des attitudes un peu iconoclastes et se mettre en face des grandes chapelles. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous allons continuer à faire. Être autonome, libre de prendre nos décisions stratégiques. Ce que nous faisons n'est pas différent de ce que les grandes chapelles politiques font. On a bien vu le FCC se mettre en coalition avec l'UDPS, on a bien vu avec Cash, on a bien vu le PPRD se retrouver en coalition indirecte avec l'UDPS. Et c'est normal du point de vue de l'opinion, n'est-ce pas? On a bien vu une division à Genève qui s'est reconstituée à travers l'Union sacrée. Là, c'est normal. Tout reste possible en politique. Laissez-moi terminer. Là, c'est normal, n'est-ce pas? Parce que les décisions sont prises pour des raisons politiques par les grandes chapelles. Ma révolution à moi, c'est de dire, s'ils peuvent prendre ces décisions, j'ai le droit de prendre ces décisions pour le centre, sans que personne ne vienne me faire un procès en traîtrise, un procès en transhumance, en inconstance. Et c'est ça que moi je combats fondamentalement. L'idée que certains sont faits pour suivre toute leur vie des hommes politiques, même lorsque il n'y a pas de lisibilité dans leur choix, ou qu'on constate qu'il y a une évolution sinusoïdale de leur vision et de leur choix. Si il faut avoir un regard évolutif et adaptatif, je préfère être moi-même au cœur de la décision. Parce que, à côté de cela, j'ai réfléchi, j'ai appris, j'ai expérimenté et je pense être prêt. Et j'ai une vraie vision pour mon pays, donc j'assume mon indépendance en tant que président du Parti Liberté et du regroupement Le Centre. Des jeunes structures que j'invite, les jeunes, les moins jeunes, mais ceux qui ont une vision réelle de ce combat qui doit être le nôtre pour que le Congo se redresse, à nous rejoindre. Alors, vous identifiez plus aujourd'hui à votre plateforme Le Centre qu'à votre parti politique Liberté. Que devient ces derniers? Il est dans le centre. Un regroupement, c'est une agglomération de partis politiques. Donc, il y a plusieurs partis, dont Liberté, dont je suis le président, mais je suis surtout
puisque c'est un plus grand ensemble, le centre, dont je suis également le président. Donc quand je parle, je porte les aspirations de mon parti, mais également de tous les partenaires qui sont avec nous au sein du regroupement politique Le Centre. Parlons un tout petit peu de l'homme qui est Jemer Kambinga. Vous étiez de tous les débats à l'époque où vous étiez porte-parole du MLC. Votre voix était tellement audible qu'aujourd'hui, vos anciens admirateurs pourraient considérer qu'ils ne vous reverront plus sur quelques fronts médiatiques. Avez-vous mesuré l'ampleur de la déception que vous représentez aujourd'hui? Déception, pourquoi? Pour avoir choisi... Pour vos admirateurs, vous étiez une voix audible. Mais non, mais vous l'êtes plus. Si, nous sommes audibles, mais différemment. Hein. La preuve, vous parlez du centre, on a eu 800 candidats à aux élections de 2019, le centre, 800 candidats, nous n'avons pas eu le seuil, nous avons eu 145 000 voix à travers le pays, il nous en fallait 180, donc il nous manquait à peu près 40 000 voix pour avoir le seuil, et nous ne savons pas tricher, il n'y a personne qui pouvait tricher pour nous, donc nous n'avons pas eu le seuil, donc ça veut dire qu'il y a eu une évolution palpable, mais un choix surtout de responsabilité. Vous savez, vous ne pouvez pas demander à un homme qui a été pendant 7 ans député, pendant 4 ans en tout à peu près membre du gouvernement, de faire la même chose qu'il faisait quand il sortait des études, quand il avait 27, 28 ans, 29 ans. Vous avez grandi à maturité en quelque sorte. Nous avons surtout fait chaque chose que nous devions faire à chacune des étapes de notre vie. Quand il fallait être porteur de la vision des autres, nous l'avons fait de manière excellente. Je suis heureux que vous le rappeliez, puisqu'effectivement, ce sont des belles périodes de notre vie, et c'est une étape vers laquelle nous ne pouvons plus revenir, sinon les jeunes qui apparaissent aujourd'hui, où trouveraient-ils l'espace? Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans la formation des nouveaux communicants, leur donner des outils pour qu'eux aussi puissent sublimer le débat politique, qui est quand même assez décevant. À part quelques petites lumières que nous percevons de temps en temps, il y a quand même un abaissement du débat politique, mais il n'est plus de notre responsabilité générationnelle, en tout cas, de refaire ce que nous faisions il y a 15 ans. Ce dont vous parlez, c'est des aventures de 2005, 2006. Je serais inquiet pour moi-même si, 15 ans après, en termes d'évolution personnelle, je refaisais ce que je faisais il y a 15 ans. Non, moi j'ai une conception évolutive de la vie. J'ai été dans la communication politique, directe, franche, dans le day-to-day, parce que c'était ce que j'avais à faire à ce moment-là. Aujourd'hui, je suis dans la conception des idées, dans la proposition des idées et dans la mise sur la table de débats qui peuvent être des débats pris par la nation pour réfléchir. Comme par exemple, le 12 juillet, nous avons fait ce que nous avons appelé l'appel du centre, pour réveiller les consciences quant à la situation de haine, de tribalisme, et d'incompréhension générale qui s'installe dans notre pays et qui condamne fortement l'avenir de notre pays. Nous l'avons fait. C'est ça notre rôle dorénavant. Appuyer sur les sujets, sur les débats, lancer les débats, contribuer aux débats et faire évoluer notre démocratie. C'est le rôle que nous avons aujourd'hui. Notre rôle, ce n'est plus de faire concurrence aux nouveaux talents qui émergent et qui ont 30 ans, 32, 33 ans et qui ont besoin de cela. Nous avons fait cela pendant 7, 8 ans. Il était temps de passer la main, en tout cas s'agissant du day-to-day, pour aller dans un combat plus difficile. Le combat que nous avons, c'est tout petit que nous sommes, viser un positionnement sur l'échiquier politique qui nous mettra, du point de vue de l'influence critique, au même niveau que les vieilles chapelles politiques. C'est un grand défi, c'est un grand combat, mais c'est surtout l'engagement qui est le nôtre. Nous avons des idées, nous avons l'expérience et nous avons un groupe politique cohérent qui a juste besoin
de continuer à travailler pour trouver son public. Voilà le rendez-vous de la responsabilité qui est celle de Germain Kambinga aujourd'hui. Ce n'est pas de faire le tour des plateaux de télévision comme je faisais il y a 15 ans. Donc, et j'ai pris quelques kilos d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai toujours la même énergie. En 30 secondes, Karma, parce qu'on arrive à la fin, quel bilan faites-vous de l'alternance à mi-mandat du président Tshisekedi? Parce que vous avez parlé qu'en 2023, ce sera beaucoup plus la transparence, mais vous politiques, vous ne parlez pas de l'alternative qui n'a pas encore trouvé sa réponse jusqu'à maintenant. Oui, écoutez, le président en 30 secondes. Le président de la République, il a 2 ans. 2 ans. Moi, si j'avais une proposition, une orientation à faire en tant que groupe politique, en tant qu'acteur politique, ce serait de viser des actions à impact visible, de très court terme, pour que, effectivement, quelques écoles, quelques ponts, l'électrification rurale, l'hydraulique villageoise, des questions liées aux infrastructures à construction rapide, comme des ports, des aéroports, des villes enclavées, des questions qui nécessitent en fait que des mises en œuvre de maçonnerie, qui est au moins en termes de visibilité, il y en a encore le temps. Je pense que dans une émission plus élaborée, nous pourrions aborder ces questions-là. Mais il n'est pas trop tard, il y a 2 ans et demi. Tout ne sera pas fait, mais s'il y a un minimum de cohérence et surtout, j'ai envie de dire, de réalisme. Hein. Il faut aussi du réalisme. Quand on est un gouvernement réaliste, on essaye de faire et de bien faire ce qu'on peut encore faire. Ça ne sert à rien de se lancer dans la communication à outrance sur des réalisations mirifiques qu'on n'aura pas le temps de mettre sur la table. Le président de la République, en 2023, a besoin de mettre sur la table des choses concrètes. Et c'est possible. Des projets à impact visible, rapidement faits, présentés, et le reste pourra être expliqué par l'environnement politique. Si on ne fait pas ça, effectivement, il y aura quelques difficultés en termes bilantaires. Germain Kambinga, toute la grande équipe de Top 15 vous dit merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous en prie. C'est un plaisir. Voilà la contribution du centre et aussi des idées qu'il faudra mettre pour que le pays avance. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous avoir. Merci de votre fidélité à ces programmes Top 15. Nous vous retrouvons beaucoup plus prochainement avec la même dose de plaisir. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.